Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du club, une édition un peu spéciale avec un invité spécial cette fois sur le plateau, Hervé Penaud. Bonsoir Hervé. Bonsoir, mais quel plaisir d'être parmi vous, alors avec un bonheur, je suis tellement heureux d'être là. Toujours la classe, toujours la bonne humeur, prenez-en de la graine un petit peu les amis, les jeunes, même si au niveau de la classe tu as mis une veste, ça fait 2 semaines là que tu mets une veste, Amine. J'ai pour ambition de te ressembler physiquement. Ouais. Donc je fais de mon mieux. Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Bonsoir effectivement Penaud. Ça fait très plaisir de t'avoir avec nous. Ah bah c'est gentil. Et tu l'appelles Penaud. Lui il t'appelle Amine et toi tu l'appelles Penaud. Ah non mais c'est normal, non, il a plus de cheveux gris que moi. Voilà, le respect de l'âge, c'est tout à fait normal. Merci de m'appeler Penaud. Reda Alleli. Salut à vous, et j'éviterai les remarques sur le physique, parce qu'on est quand même un peu fair-play. Mais est-ce qu'on peut évoquer, on va éviter les remarques sur le physique, mais sur l'enthousiasme? Oui. On peut en parler un peu. Bah c'est normal, il vient de temps en temps. On est tout le temps. On a du mal. Donc, Bonsoir les amis, je suis très heureux d'être avec vous. Non, mais Quel bonheur. ça, même si on voulait vraiment véritablement marquer cet enthousiasme, il place sa barre tellement haut que tu ne pourrais jamais faire aussi bien que lui. Voilà, effectivement, la classe d'Hervé Penaud. Hervé Penaud, notre consultant, bien sûr, pour le football français et le football africain. Le football africain et le football français, hasard du calendrier, vont être, bien sûr, au sommaire de cette édition. Le CHAN, bien entendu, actuellement au Maroc, à Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir, et puis le football français avec l'arbitre tacleur, monsieur Tony Chaperon. Ça a fait le tour, ça fait le buzz, comme on dit en ce moment, un petit peu partout dans le monde. On va commencer, mes amis, par le CHAN. Le CHAN dans sa 4e édition, une compétition que la CAF, la Confédération africaine de football, et son ancien dirigeant, surtout Issa Hayatou, avait tout fait pour mettre sur place, pour la mettre sur place sans qu'elle arrive à concurrencer le joyau, la Coupe d'Afrique des Nations, après 4 éditions. Est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite, Hervé ? Bah oui, moi je trouve que c'est une compétition, j'y croyais pas trop. Au départ, je m'étais dit c'est une compétition de plus, peut-être une compétition de trop, c'est pour revendre ou survendre le football africain. Eh bien non, je pense que ça a trouvé sa place, notamment quand vous allez dans des pays, j'étais il y a 2 ans au Rwanda par exemple, où là on sentait qu'il y avait une effervescence incroyable autour de cette compétition, parce que souvent les pays qui n'ont pas la chance d'exister lors des CAN, eh ben, ils peuvent profiter du CHAN justement pour enfin pouvoir montrer le niveau de leur football. Donc moi je pense que ça a pris sa place. On a vu un début de compétition, on en reparlera, intéressant, avec quand même plus de 35 000 personnes lors du match d'ouverture. Donc je trouve qu'aujourd'hui, le CHAN a pris sa place dans le paysage africain, du football africain. Le CHAN, surtout l'occasion, comme le disait Hervé à l'instant, pour des pays comme le Rwanda, d'abriter, d'exister. Occasion d'exister également pour un pays émergent dans le football, difficilement, comme par exemple, prenons le cas de la Mauritanie, premier adversaire du Maroc qui ne s'est jamais qualifié pour une compétition de la Confédération africaine de football, et qui, là, c'est une occasion pour ce pays aussi de se mesurer aux autres. Ouais, en plus, ils n'ont pas été ridicules, très franchement, effectivement. Bon, ils en prennent 4 au final, mais ils ont bien résisté pendant près d'1 heure avec un gardien qui fait le match de sa vie. Mais moi, j'ai toujours soutenu que cette compétition devait exister par rapport aux joueurs locaux, effectivement, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des compétitions comme la CAN. C'est un fait, il y a des équipes aujourd'hui qui sont essentiellement constituées de joueurs professionnels. Et donc pratiquement toutes les équipes. Pas toutes, mais on a quand même pas mal d'équipes. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est une très très bonne chose de faire la lumière, ou du moins de braquer des caméras sur ces joueurs-là. Je prends les nôtres parce que ce sont ceux qu'on connaît le mieux. Ils ont, je pense, répondu aux attentes de tout le monde. 4 buts, du jeu. On les connaît bien. C'est des joueurs qu'on voit en Botola. Bon, on les voit un peu moins ces derniers temps avec ce qui s'est passé. Mais voilà, moi, je trouve que c'est une très très bonne chose. Moi, je pense que cette compétition devait exister et elle nous le rend bien pour l'instant, je trouve. Reda ? Non, moi je suis comme Hervé. Au début, j'avais quelques réserves sur la place de cette compétition. Il ne faut pas oublier qu'on a une CAN tous les 2 ans, un CHAN qui vient s'intercaler entre les deux, 2 équipes nationales pour les pays comme le Maroc qui ont une équipe A constituée exclusivement de joueurs qui évoluent à l'étranger. C'est pas facile. Tout ça ne s'articule pas dans l'évidence. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça et on l'a dit suffisamment, on ne va pas non plus bouder notre plaisir. J'ai un certain plaisir à allumer la télé ou à voir un stade avec une équipe marocaine constituée de joueurs qu'on suit toute l'année. C'est pas facile de les suivre parce que notre championnat du Maroc, il est un peu maltraité par nos instances. Et les voir comme ça réunis avec le même maillot, il y a un certain plaisir
dont je vais me contenter pour le moment. Et quand en plus ils gagnent et qu'on les voit comme ça prendre du plaisir sur le terrain, ben, on va s'en féliciter et s'arrêter là en espérant que l'aventure continue. Voilà. C'est pas anodin. Quand on regarde les vainqueurs des premiers CHAN, vous avez 2 fois la RDC. Ouais. Alors, là, pour le coup, gros football local. Une fois la Libye. Qui aurait imaginé la Libye gagner ça? Magnifique. Et donc, ça veut dire qu'il y a la Tunisie, évidemment. Et la Tunisie, on sait que localement, c'est aussi une équipe. Fort, et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs locaux qui sont dans l'équipe A. Donc, ça veut dire que c'est intéressant de voir les potentialités du football africain sur le sol continental. Et donc, ça a pris sa place. Ça s'est vraiment bien inséré dans le calendrier du football africain. Et c'est dommage d'ailleurs que l'Égypte, du moins, n'y prête pas grande attention. On peut parler de boycott, carrément. Oui. Parce que c'est une équipe, j'aurais bien vu, moi, ici, aujourd'hui, c'est une équipe qui a de la qualité. Et elle aurait rehaussé un peu le niveau, de ce CHAN. Excuse-moi, parce que quand tu es dans la configuration du football égyptien, il n'a pas de sens, ces compétitions. Tu as une équipe nationale égyptienne qui est constituée de joueurs locaux. Ouais. Et qui a devant elle une Coupe du Monde. Ça va être les mêmes joueurs. Et qui a une CAN qu'elle gagne beaucoup. Voilà. Enfin, souvent, disons. Souvent. Voilà. Et là, elle n'y participe pas à la Coupe du Monde ou pas? Oui, oui. Non, mais parce que pour elle, c'est vrai qu'elle gagne tellement souvent la Coupe d'Afrique des Nations qu'elle s'en fout un petit peu. Dans cette configuration d'une équipe nationale forte, locale, avec une vraie suprématie africaine, en particulier dans les années 90-2000, et une qualification à la Coupe du Monde qui est beaucoup plus rare, mais qui est quand même... Venir comme ça, envoyer la grosse équipe, arrêter le championnat, je comprends que dans leur configuration, encore une fois, ça ne soit pas la chose la plus intéressante. Cela dit, Amine, cela dit que l'Égypte allait participer à cette Coupe d'Afrique, mais elle a été sortie par l'équipe du Maroc. Elle a été éliminée. Après, elle pouvait récupérer la place laissée par le Maroc, elle n'a pas voulu. Ce qu'il dit est très juste, mais moi j'aimerais utiliser son argument pour dire le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Égypte va participer à une Coupe du Monde avec une équipe constituée essentiellement de locaux, à part les Salah, effectivement, Nini et compagnie. Sachant que d'ici la Coupe du Monde, ils n'auront pas plus de 2 ou 3 matchs pour se roder. Ce CHAN aurait pu être une occasion formidable pour eux, justement, de venir et de prendre de l'expérience, de jouer, de roder les automatismes pour faire une meilleure participation en Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, je pense que le fait qu'elle est en Coupe du Monde et qu'on n'ait que 2 ou 3 dates FIFA par la suite, bouder ce CHAN-là est un peu stupide. Une dernière phrase, moi je pense ce CHAN, je le vois encore une fois du côté marocain. Je pense que jusque-là, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, avec la qualification du Maroc en Coupe du Monde et le parcours en CAN, nous n'avons remis en question les équilibres ou du moins les hiérarchies au sein de l'équipe nationale A. Je pense que ce CHAN, si le Maroc fait un très beau CHAN, ça pourra se faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sortir de la Mauritanie, il y a eu des petits débats. Aujourd'hui, qui voyez-vous, par exemple, comme joueurs qui peuvent intégrer les A? Et on a encore 3, 4, 7, 5 matchs pour pouvoir cultiver justement cette... Là, j'y crois pas. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je suis assez romantique pour penser que ça peut le faire. Oui, mais à un moment, il y a le romantisme et il y a le pragmatisme. Et nous, le Reda, nous sommes des pragmatiques. Et on se rend bien compte que malheureusement pour les joueurs... Hervé, pauvre de vous. Malheureusement pour les joueurs marocains qui jouent ce CHAN, le niveau du CHAN est quand même beaucoup plus faible que celui qu'une Coupe du Monde, évidemment, mais même qu'une CAN, c'est plus faible qu'une CAN. Donc inévitablement, Hervé Renard, il a ses hommes en tête. Il sait déjà à peu près quels sont les joueurs qui seront à la Coupe du Monde. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas réussir. Attention, on va prendre une place ou 2 comme ça. Mais ça s'arrête là. Et pour être 22 ou 23e. Mais sinon, ça ne pourra pas changer. Ça ne modifiera pas les équipes. Moi, j'ai des infos. Parce qu'en croisant Hervé Renard et en discutant avec lui à Moscou lors du tirage au sort, je lui dis voilà, quand même, il n'y a pas beaucoup de dates, de matchs. Et avec un petit sourire aux lèvres, il me dit mais n'oublie pas, il y a le CHAN. Ah, donc tu abondes dans mon sens, monsieur. Non, moi j'abonde pas, mais c'est quand même un peu. C'est ce que dit le patron de cette sélection. Donc on va se lâcher. Moi, je pense sincèrement, ce débat locaux, joueurs évoluent à l'étranger, ou ayant grandi à l'étranger et découvrant l'Afrique et le Maroc via la sélection nationale, c'est un débat qu'on a fait très souvent, qui est complexe à mener. Il faut beaucoup de temps. On a répété à peu près la même chose pendant. Mais là, on parle de technique, Reda. On parle juste de technique et d'opportunité à quelques mois d'une compétition. Mais pas de la présence. Ce n'est pas qu'une question de technique aujourd'hui, où on a enfin des résultats avec une équipe qui a une certaine cohérence. Et attention, elle inclut également des joueurs du championnat national. Si je ne me trompe pas, il y avait Benoun, on a vu Yamirk, Ben Sharqi. Voilà, c'est des gens. Haddad. Voilà déjà. On n'est plus vraiment dans l'ostracisme dont on pouvait se plaindre. Où il y a un pragmatisme. Ce pragmatisme peut inclure des joueurs en forme, comme l'a été Ben Sharqi qui a fait, ou Benoun, Yamirk, etc. Bon bref, donc on va arrêter avec ça. On va profiter du CHAN, qui pour moi, encore une fois, je te dis, c'est un vrai plaisir pour moi de voir une équipe de Botolistes. Mais il y a
y a quelque chose de joyeux. Est-ce que le fait de dire, est-ce qu'il y a, s'il y a une étincelle, c'est un joueur qui explose, une révélation, est-ce que c'est douter de l'équilibre de cette sélection qu'on a eu beaucoup de mal à avoir? N'importe quoi. On a un poste d'avant-centre aujourd'hui qui est en équipe nationale. On a beau tailler, bon voilà, c'est pas non plus... Aujourd'hui, je dis n'importe quoi. Un Kirby, par exemple, qui finit la compétition avec 6-7 buts, ne mérite-t-il pas, au moins, dans les matchs de préparation, une ou deux apparitions pour voir ce qu'il peut mener? Peut-être. Éventuellement. Non, mais ça, c'est ça dont je parle. Il a attention, raison. il n'y a pas de fermeture à double tour de l'équipe nationale. Heureusement d'ailleurs. Hein. Hervé Renard, il ouvre les yeux. Il y a ce Chan, donc il est là, il regarde. Et puis après, je dis, mais il faudra être très fort pour s'imposer et prendre une place de titulaire. Alors, titulaire, c'est qualifié. Dans une équipe qui s'est qualifiée et dans un groupe et dans un groupe qui vit bien ensemble. Parce que, attention, le problème des équilibres d'équipe, là, on ne parle même pas d'équilibre technique. Il faut que dans la vie du groupe, ça se passe super bien. Donc, c'est pas facile. C'est des ingrédients comme ça, vous en mettez un, vous pouvez pas en mettre 2 ou 3 d'un seul coup, parce que on ne sait jamais comment ça peut se passer à l'intérieur du groupe. Donc, il faut faire attention, il faut bien gérer ça de manière intelligente, mais il n'empêche, effectivement, si il met 7 buts durant le CHAN et il est monstrueux, il a peut-être la possibilité d'être lors des matchs amicaux de mars. Si aujourd'hui, Hervé, le débat est dépassionné et un peu plus serein, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une concurrence. Si les gens avaient des positions un peu dures jusqu'à l'excès et étaient un peu agacés par la situation qu'on a vécue les 10 dernières années jusqu'à l'arrivée de Renard sur les dernières années, c'est qu'il n'y avait pas de véritable concurrence. Voilà. Ouais. On avait une porte qui était à double tour fermée et on avait l'impression que tu pouvais faire ce que tu voulais, tu allais avoir 10 minutes en fin de match pour calmer un peu les supporters, et c'est ce qui s'est passé longtemps, c'est des sélections, j'ai envie de dire, diplomatiques par rapport à des situations de stars locales dont il va falloir calmer le public. On a eu, je ne vais pas citer le sélectionneur, mais un joueur du Raja qui a été sélectionné alors qu'il était blessé. Voilà, des choses mais qui défilent avec Hervé Renard, tu sais que ça n'arrivera pas. C'est fini, donc maintenant on se dit qu'il y a une concurrence, et ça nous va très bien. Voilà, c'est tout ce qu'on demandait. On ne demandait pas une prééminence ou quoi que ce soit, on demandait une concurrence. Elle est là, alhamdoulilah. Voilà. Il y a aussi, rien à voir, un petit peu le problème de gardien de but. Et là, je parle du troisième gardien de but. Puisqu'on parle du CHAN, on se rend compte que le gardien titulaire de la sélection locale, qui est Znaïti, et que le troisième gardien de l'équipe locale, c'est le gardien de l'Ittihad de Tanger, qui est également troisième gardien chez les A. Alors qu'aujourd'hui... je voudrais que troisième chez les A serait premier chez les A'. Non, parce que je vais reprendre la célèbre phrase de Didier Deschamps au sujet de Landreau. Landreau, qui avait, je pense, c'était troisième gardien français. Ouais. Il a dit ce n'est pas le troisième meilleur gardien de France, c'est le meilleur troisième gardien de France. Voilà, ça c'est capital. C'est capital. C'est un poste où le côté humain, accepter son rôle, voilà, est peut-être plus important parce qu'il va pas jouer. Voilà. Alors que tu prennes Zniti ou bien Jalal Bouzalala. Mais sauf des joueurs, ils sont frustrés. Rappelons-nous les Égyptiens pendant la dernière CAN, ils ont eu quand même blessure sur blessure. Donc, ça arrive une fois par an. Tu dis ça pour laisser penser que Jalal Bouzalala pourrait éventuellement. Là, je pense que Jalal Bouzrara en train de soulever la Coupe du Monde dans le ciel de Moscou, c'est quelque chose d'énorme. C'est déjà fait. J'ai la photo. Hervé, pour revenir au CHAN et l'importance du CHAN dans certains pays, on a beaucoup parlé du Maroc. L'émission est regardée un petit peu partout en Afrique de l'Ouest, surtout en Europe. Hervé, est-ce que ce CHAN, par exemple, et surtout l'expérience qui était sublime, l'expérience du Rwanda, un pays qui s'ouvre vers le monde, c'était la première grande compétition, donc c'est pas vécu, c'est pas organisé, c'est pas géré de la même manière. Tout à fait. Alors pour le coup, moi le Rwanda, j'avais jamais mis les pieds. Ça a été l'occasion d'y aller et de voir un pays incroyable qui se développe de manière formidable. Ça m'a vraiment bluffé. Je crois que c'est un des pays africains qui m'a le plus impressionné depuis que je vais en Afrique. Ça fait quand même quelques années, je peux vous dire. Donc pour eux, ça a été un coup de projecteur énorme, à la fois sur le football local, évidemment, sur le CHAN, qui a été très bien organisé, très bien organisé, et sur la ville et le pays et la société civile. Et ça, c'est magnifique. C'est aussi ça, le CHAN. C'est cette possibilité de voir autre chose. Et vous avez des pays qui veulent montrer qu'ils existent. On parlait de la Mauritanie, c'est très important. Et puis même des pays qu'on connaît par leur équipe nationale A, un peu moins par leur A', je vais les appeler comme ça, Cameroun, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire
à un moment, on se dit, qu'est-ce qui va se passer avec cette équipe de Côte d'Ivoire? Parce que c'est une équipe qui a logiquement un potentiel humain important, mais qui vit surtout à travers ses expatriés. Et là, pour l'instant, ils ont fait un début de compétition difficile, c'est moins qu'on puisse dire, contre la Namibie. Donc, et on s'attendait par exemple à voir Fonsigno, le frère de Gervinho, voir un peu ce qu'il était capable de faire. On l'a vu, on ne l'a pas trop vu. Il se ressemble comme le Goudo. Il se ressemble, mais il n'a pas eu les mêmes dribbles. Mais c'est pas grave, c'est les joueurs qu'on a. C'est un peu embêtant. Donc tout ça fait qu'à un moment, on a aussi envie de voir tous ces joueurs-là. En tout cas, le CHAN a été organisé pour la première fois à 8 équipes. Juste après, il passe à 16. Est-ce que certains pays qui n'ont pas les moyens d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, on se rend compte que maintenant le cahier de charge de la CAN devient de plus en plus compliqué, qu'on va tourner en rang rapidement au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que le fait d'exiger aussi 4 stades aux normes internationales n'est pas un handicap pour des petits pays? On a parlé du Rwanda, on peut parler d'autres, de la Mauritanie par exemple, du Togo, pour abriter cette compétition. Parce que promouvoir le football, être une vitrine pour ce football africain, ça devrait permettre aussi aux pays de les aider à avoir une infrastructure adéquate. Alors c'est certain que mais c'est pas tout à fait le même cahier des charges quand même. Oui. On peut accepter des terrains synthétiques, des choses comme ça. Il y a quand même des choses un petit peu moins fortes, parce qu'évidemment qu'à 16, parce que 16 c'est énorme effectivement. 4 villes. Alors il faudrait quasiment des fois des co-organisations. Ou imaginons un Togo-Bénin par exemple qui pourrait organiser ensemble. Enfin je dis ça, des pays un peu limitrophes qui auraient la possibilité d'organiser ensemble. Et ça éviterait les charges lourdes, parce que ça, évidemment 16 équipes c'est beaucoup. Alors c'est vrai qu'il faut faire attention à ce gigantisme nouveau du football africain. On va passer à 24 équipes pour la CAN, c'est énorme 24 équipes, ça veut dire qu'en gros il y a très peu de pays qui peuvent organiser la Coupe d'Afrique des Nations, il ne faut pas se mentir aujourd'hui. Et là c'est pareil avec ce CHAN, c'est vrai il va falloir faire attention quand même, il ne faut pas non plus parce qu'aujourd'hui on est 16, et puis qui vous dit que dans 3 CHAN, finalement pourquoi pas être 24 aussi, parce que tout est possible. Donc il va falloir quand même faire attention à éviter un gigantisme qui finalement tuerait dans l'œuf ces envies de développer le football africain. Oui, mais surtout que si on regarde, juste un petit mot, je vais peut-être être grognon et tristouille, mais si c'est CAN/CHAN chaque 2 ans qui était censé développer le football africain, je ne suis pas fracassé par la brutalité des progrès des sélections, que ce soit CAN ou CHAN. Voilà, merci. Et surtout, autre chose, Reda, pour te permettre et tendre la perche, d'être grognon, même si tu n'en as pas vraiment besoin qu'on te tende la perche. L'une des missions du CHAN, c'était de mettre le projecteur sur le football africain, sur les joueurs africains. C'est que les joueurs africains évoluant en Afrique, et que des agents, des scouts du monde entier déboulent sur le pays qui abrite le CHAN, et pour aller récupérer plusieurs joueurs des matières premières. Finalement, il se passe pratiquement rien. On n'a pas beaucoup de compétition jeune. On va attendre cette édition et on va faire le bilan à la fin. Mais c'est vrai, c'est un axe ça va être un des critères de succès. Bon, pas de l'organisation marocaine, ça n'a rien à voir, mais est-ce que ces objectifs sont atteints? Est-ce que le football africain se développe? Est-ce que les passerelles... Je ne suis pas sûr. Mais attention, parce qu'il y a 2 choses. Il y a les CAN des moins de 20, moins de 17 qui peuvent attirer effectivement des recruteurs, parce que là, vous allez prendre des pépites jeunes. Mais vous savez que dans un CHAN, il y a plein de joueurs qui ont 27, 28, 29 ans. Donc, mais ils ne mettront jamais les pieds en Europe s'ils veulent aller en Europe. Aujourd'hui, non, mais quand je dis l'Europe, ça peut être la Chine. Bon nombre de clubs de seconde zone en Europe, par exemple, ou même des clubs marocains, égyptiens, tunisiens, c'est peut-être inspiré. Du golf, d'Asie. D'aller faire, parce que tu achètes à moindre frais aussi. Tout à fait. C'est un joueur pris par un club de Ligue 1 qui a déjà fait ses preuves au Maroc ou ailleurs, ne sera pas acheté au même prix qu'un joueur pris par un club marocain. C'est-à-dire que ça peut être une fenêtre effectivement sur d'autres pays. Par exemple des pays du Golfe, par exemple des pays asiatiques, pourquoi pas sud-américains. Le Maroc organise aujourd'hui le Maroc. Par contre, trouver 4-5 joueurs. Exactement, le Maroc peut trouver par exemple un joueur soudanais. Ils ont pu être impressionnés par 1 ou 2 joueurs soudanais. Ils disent même mauritanien. Ça peut être, sait-on jamais, on peut toujours trouver un joueur. Tu as parlé du Soudan exprès parce qu'ils ont un avant-centre qui est pas mal, costaud. Pour aller recruter un joueur soudanais, il faut se lever de bonne heure parce que. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est des joueurs qui sont bien payés, très bien payés. Et les 2 clubs vedettes. Mais des Ivoiriens, des Camerounais, des Nigérians, ça c'est plus jouable. On va rester en Afrique, Hervé, mais pour parler du top 3 des footballeurs africains, Sadio Mané,
Mohamed Salah et Aubameyang. Ils traversent les trois les situations très opposées. Alors, avec, comment on va voir la photo qui fait beaucoup rire Reda Allali, avec cette superbe caricature, voilà exactement, de Pierre-Emerick Aubameyang, Sadio Mané et Mohamed Salah. Salah et Mané donc en héros et notre ami Aubameyang, lui, 0 pointé. Oui, pas en 0 quand même. Hein, Ouais. n'exagérons rien. Mais en ce moment, il a une passe un peu difficile. Et puis, il a été encore suspendu par son club. Parce une troisième fois, c'est un petit peu beaucoup. Alors, lui dit qu'il a oublié. Oui, alors lui dit qu'il a oublié une réunion. Et puis, le club estime qu'il n'a certainement pas oublié, mais qu'il a peut-être d'autres idées derrière la tête. Alors, moi, je crois moins à un départ en Chine. On verra, je me trompe peut-être. Ouais. On verra pour la suite des. Une grosse offre quand même. Il y a une grosse offre, mais je peux vous dire qu'à l'époque, ça c'est sûr et certain, c'est qu'il ne voulait pas y aller. Et d'ailleurs, il aurait pu y aller il y a 6 mois de la même manière. Il ne voulait absolument pas y aller. Donc il y aura peut-être des offres, peut-être aussi d'ailleurs. On verra pour la suite. Parce que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de jouer dans les championnats européens et d'exploser à la face du monde. Et pas simplement, entre guillemets, s'enterrer en Chine. Salah, mérité, largement mérité. Aujourd'hui, top 5 mondial. Ouais. Ce qu'il est en train de faire. Top 5 mondial. Ouais. Pour moi, vous avez Messi. Ah ouais. Alors Ronaldo, bon, mais on va dire Ronaldo sur ce qu'il a fait quand même en Ligue des Champions. C'est top 5 mondial. Neymar et qui d'autre? Aujourd'hui, en Angleterre, il y a lui, Harry Kane. Et puis voilà. Et après, il est au-dessus. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, Mohamed Salah, est capable de marquer des buts, de donner des passes décisives, d'être le déclencheur du jeu de Liverpool, qui a réussi quand même, être la première équipe à battre Manchester City en championnat. Et vraiment, aujourd'hui, il vole. Moi, je les vois toutes les semaines. Je ne vais pas parler d'Aubameyang, je vais parler de Salah et Mané, parce que je les vois toutes les semaines. Mané. Mais difficile quand même de Mané. Voilà, Mané est moins percutant sur parce que peut-être Salah est beaucoup plus performant. Suspendu aussi. Voilà. Et en plus, il y a eu quelques bisbilles avec Jürgen Klopp, mais les progrès de Mohamed Salah sont phénoménaux. Je vous assure qu'il a gagné physiquement, il a gagné en lucidité, il termine très bien ses actions. Pour moi, avant, c'était un joueur qui était quasiment à la limite de la course à pied, c'est-à-dire un sprinter. Quand il était à Fiorentina ou à la Roma, ça commence à s'arranger. Mais là, on voit quelqu'un qui est technique, qui est intelligent dans son jeu, qui a un état d'esprit phénoménal, qui baisse jamais les bras, qui est très correct, complètement collectif. Il est en train de faire une saison monumentale. Le penalty qui transforme dans les arrêts de jeu qualificatifs contre le Congo pour la Coupe du Monde, avec des gens qui étaient déjà descendus sur la pelouse avant que le penalty soit tiré. Ça, il faut être très très fort. Je voudrais juste rappeler pour les gens qui ne connaissent pas bien son parcours, parce qu'il est un peu flou sur ses premières années, que c'est un jeune Égyptien qui a grandi en Égypte et qui a fait ses premières armes dans le championnat égyptien, qui a signé à Bâle très jeune et qui à 17 ans était titulaire en Égypte. Sa marge de progression. Non, déjà en Égypte avant de partir à Bâle et ensuite Chelsea, etc. Voilà, on avait l'impression que c'était perdu en Chelsea, Fiorentina, machin. Là, il est sur les rails, il a trouvé une équipe qui lui va, un entraîneur qui fait progresser. Ses choix sont intelligents. Je suis bluffé par les progrès de ce bonhomme-là. Sadio Mané a peut-être un énorme potentiel. Il traverse une mauvaise période, mais potentiellement, on a également devant nous un énorme joueur. Je les attends tous les deux en Coupe du Monde et sur. Après, on parlait des trois. Bon, c'est quand même plus facile pour les deux à droite, c'est-à-dire Mané et Salah, d'être dans une équipe en pleine bourre, que d'être à Dortmund pour Aubameyang avec une équipe. Mais il marque quand même. Aubameyang il marque quand même, mais il ne cède pas aussi. Le gars, il est suspendu pour la 3e fois pour raison disciplinaire. Et non, mais même l'équipe, sportivement, l'équipe tourne beaucoup moins bien. Elle a encore plus besoin de lui aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que s'il avait été là, il aurait pu aussi gagner. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à gagner ce match-là. Mais je ne vais pas parler de Mané, parce que Mané, moi j'adore. Je vous dis un truc, j'adore son jeu, j'adore sa manière d'être. Encore un joueur formé au Sénégal. Voilà. Et découvert, on l'a découvert ici, je me rappelle. Sadio Mané, mais c'est une qualité de pied qui est incroyable. C'est sa capacité d'accélération. Alors aujourd'hui, effectivement, non, je ne dirais pas qu'il est dans l'ombre de Salah, ce serait faux. Simplement, le fait que Salah explose, lui, il est un petit peu en retrait, mais il profite finalement aussi du travail de Salah. Et limite, des fois, il surjoue. Et c'est ça ce qui énerve un peu Klopp. Il veut tout récupérer, il veut tout faire. Il a été un peu blessé, donc il a dû revenir, mais il n'empêche qu'il est capable de finir le travail, il est capable d'organiser. Et on l'attend, alors lui aussi, comme Salah d'ailleurs, pour la Coupe du Monde. Ça va être deux des joueurs. Même à Liverpool, avec le départ de Coutinho, ça lui ouvre une place aujourd'hui. Bien sûr, je pense que Salah, sur les 9 derniers, depuis qu'il arrive de Southampton, je ne suis pas loin de penser qu'il est plus important pour Liverpool que Coutinho. Bah oui. Voilà. Qui ça? Salah. Non, Mané. Mané, parce que Mané, Coutinho est très beau, c'est un beau joueur. Donc tu veux dire que tu ne le regrettes pas pour Barcelone, quoi? Non. Non, mais Sadio Mané, c'est vraiment le but même qu'il met encore. Il a une frappe de balle phénoménale. Il est capable d'éliminer les joueurs, capable de passer la balle. Il a une forme de génie
qui a peut-être moins Salah d'ailleurs, en termes génie. C'est-à-dire capable de trouver des gestes, d'inventer des gestes. Alors c'est vrai que Salah, je me souviens d'un geste qu'il fait en finale la CAN, je crois contre le Burkina, où il met le ballon, je ne sais pas, au-dessus de son adversaire, un truc assez phénoménal. Mais il est plus, lui, il a un côté un peu plus génial peut-être, Mané. Salah a beaucoup travaillé. Mané est très doué. Voilà. Et pour revenir beaucoup travaillé aussi, je pense. à Aubameyang, qui est très très doué, qui travaille de moins en moins, il est en train de forcer. Ah si, non, il travaille. Il est en train de peut-être forcer sa sortie, faire une Dembélé, parce que là, il n'est pas du tout à sa première sortie extra sportive. Il a réussi sa sortie, mais pas sa rentrée. Parce que là, on en repart. Connaissant assez bien Aubameyang, je le connais depuis des années, je ne le vois pas du tout comme ça. Franchement, c'est un bon gars, il est très sympa, il est très travailleur. C'est pour ça qu'il arrive à ce niveau-là, parce qu'au départ, il n'avait peut-être pas le talent, bien sûr qu'il a du talent, mais il a progressé étape par étape, il est monté palier par palier, il a franchi les étapes, ce qu'il fait, c'est quand même magnifique. Mais je veux bien le croire qu'il ait pu oublier une réunion ou quelque chose comme ça. C'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter. Après, il a fait quand même des erreurs majeures, comme à un moment utiliser un sponsor qui n'était pas celui du club, enfin 2-3 choses comme ça. Là, même le capitaine du club, petite anecdote quand même, le capitaine Marcel Schmelzer, il a fait une déclaration publique où il appelle Aubameyang à respecter le club et ne pas inviter toute sa famille au stage hivernal. À l'hôtel quand même, à l'hôtel de concentration. Il faut expliquer au capitaine que la générosité africaine, ça ne se sort pas. Voilà. On est comme ça. Bon, exactement. Bon, le problème, en disant ces caricatures sont phénoménales. Ah ouais. Je ne m'en lasse pas. Elles sont magnifiques. Alors le seul problème, c'est que les joueurs de Dortmund ont dû prendre un camping qui avait à côté, et puis la famille était à l'hôtel. Donc c'est pour ça peut-être. C'est pour rire. On va se quitter maintenant. On va se retrouver dans un très très court instant pour la seconde partie du club. Et il sera question cette fois du crash blanc du Real Madrid. On va pleurer tout seul, tous les trois en tout cas, sans notre ami Fred Hermel, tellement dégoûté, tellement déprimé, qui ne veut plus participer, en tout cas pendant cette période-là de crise au Real Madrid, à notre émission et subir notre sarcasme. Tout à fait, à tout de suite. On est là. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du club avec un invité spécial en chair et en os, notre ami Hervé Penaud, notre consultant. Voilà exactement pour le football africain et pour le football français. On va parler du football français tout à l'heure en fin d'émission. Là, le Real Madrid et la Liga espagnole. Sujet bien sûr de prédilection, pas de Fred Hermel mais de Reda Al-Ali, le Real Madrid en crise. Alors les titres des médias espagnols cette semaine, inexplicable, crise, faillite, le Real n'est pas au top et cela à un mois, ça t'intéresse directement à un mois du choc contre le Paris Saint-Germain. On dit toujours, et Fred a passé toute l'année à nous dire attendez, le Real du mois d'octobre, c'est pas le Real du mois de février. Le Real du mois de novembre, c'est pas le Real de février. Le mois de décembre, pas de février, mais peut-être le Real du mois de janvier. Le Real du mois de janvier commence. Le Real du mois de janvier risque de ressembler au Real du mois de février. Peut-être pas, ça va être pire. Sait-on jamais. Non, mais c'est pour ça qu'il a peut-être raison au final. Non, mais c'est vrai que là, c'est inquiétant. Il va être content. Là, c'est inquiétant. On ne peut pas se mentir. C'est-à-dire qu'évidemment, moi, j'ai aussi la sensation qu'à un moment, ça va redémarrer. De toute façon, ça va redémarrer. Je te coupe tout de suite. C'est une annonce de sécurité. Ne dis pas de mal du Real ou du Barça ici. Tu vas avoir des problèmes. Voilà. Maintenant, une fois que je t'ai prévenu, fais ce que tu veux. Le fait d'avoir dit c'est inquiétant. C'est d'une certaine manière la protection du Real. C'est inquiétant. Je m'inquiète pour le Real. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on a quand même l'une des plus grandes équipes au monde et qui est battue sur son terrain par Villarreal. C'est-à-dire que là, il y a quand même un vrai souci. Et surtout, qu'il se retrouve 4e du classement, donc talonné pour l'une des 4 premières places qui sont qualificatives pour la Ligue des Champions. Et là, ce serait énorme, parce que imaginez le Real sorti de ces 4-là, et vous avez quand même le PSG qui arrive. Alors c'est vrai, on se dit toujours avec cette équipe-là, avec ces joueurs-là, à un moment, ils vont se réveiller. Est-ce qu'ils vont se réveiller avant le match contre le Paris Saint-Germain ou pour le match contre le Paris Saint-Germain? Tout est possible, parce qu'un Ronaldo ne peut pas être aussi faible tout le temps. Ouais. En plus, j'ai trouvé contre Villarreal, il s'est quand même procuré des occasions. Ah oui. Ils ont mis 2 ou 3 transversales, ça s'est joué à peu de choses. Et ce peu de choses, il suffit que ça aille dans votre sens, et puis après, vous allez avoir un Ronaldo qui vous met un doublé contre le Paris Saint-Germain. Donc, c'est une équipe qu'on ne peut pas enterrer. Ça, non, on ne peut pas l'enterrer. Mais sauf que, par exemple, ce qu'on appelle le crash blanc, l'effondrement du Real Madrid, aujourd'hui, tu parlais de Ronaldo. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de Gareth Bale et de
Benzema, c'est la mort de la BBC. Ça y est, c'est fini. C'est la mort de la BBC depuis longtemps parce que il ne jouait pas la plupart du temps, toujours blessé. Et Benzema, c'est une saison quasi blanche aussi en termes de blessures et en termes de la BBC est morte il y a depuis plusieurs mois, mais personne ne s'est vraiment rendu compte. Là, c'est fini. Parce que tu avais aujourd'hui des Isco, tu avais des Asensio, effectivement, qui venaient sauver la mise. Maintenant, j'ai quand même l'impression, parce qu'on voit tous les matchs du Real jusqu'à plus d'envie. Non déplaise à Reda. Voilà. Non, même Reda regarde. C'est juste du cinéma. Non, mais il regarde vraiment. Ce qu'il y a, c'est que parfois, tu as l'impression que quand ça va vraiment pas. C'est-à-dire que sur le match contre Villarreal, le Real doit le gagner et il le rejoue 10 fois, il le gagne 9 fois. Entre les coups francs, les transversales, les occasions, c'est incroyable de malchance. Mais le problème, c'est que ça vient s'ajouter sur effectivement une somme. Avec un but que tu encaisses à 2 secondes. À 3 minutes de la fin, effectivement, pour revenir, c'est compliqué. Donc, je pense que le Real, au-delà du fait effectivement que ça va moins bien, peut-être d'un point de vue technique global, il y a aussi le fait qu'il y a une accumulation de malchance ou du moins d'une spirale négative dont ils finiront bien par sortir. Il ne s'agit pas maintenant, effectivement, de se faire éliminer si tôt de la Ligue des Champions par Paris, parce que là, effectivement, ça sera un catalyseur, je pense, vers davantage les tréfonds que vers les hauteurs du classement en Liga. Les équipes qui sont en crise, elles se ressemblent toutes un peu. Elles font à peu près toutes le même match. C'est-à-dire que, comme l'a dit Amine, moi j'ai bien regardé contre Villarreal, tu avais vraiment l'impression que ça ne voulait pas rentrer. Et qu'en face, Villarreal a eu une occasion. Voilà. Même pas une occasion, c'est-à-dire ils ont attaqué, je pense, une seule fois. Voilà. Et ça rentre. Ils ont eu 2 occasions. Non, mais sur la fin du match. Sur la fin, il y avait 2. Alors, le Real Madrid, est-ce qu'on peut imaginer que le Real Madrid, sans que ce soit une crise, sans que ce soit un drame, sans que ce soit un scandale, passe une année. La fin d'un cycle. C'est impossible. Voilà. Est-ce qu'on peut l'accepter? Non, on ne peut pas l'accepter. Bon, alors moi, je vous demande de l'accepter. Toi et moi, on peut. C'est ce qui va se passer. Je peux donner au moins 10 ans. Tu n'es pas condamné à gagner la Ligue des Champions tous les ans. Il y a d'autres clubs, voilà. Par contre, après, il y a un minimum de standing. Et c'est celui-là qui est en danger. Quand tu es, comme tu l'as très bien dit, 4e talonné par Villarreal. C'est que le Real aujourd'hui doit regarder dans son dos. Voilà. C'est ça le souci. Voilà. C'est ça ce que c'est pas faire. Standing. C'est cette pression, Reda, qui risque de perturber davantage. Parce Qu'est-ce qui s'est passé? Le titre, c'est fini. On a une équipe. Le Barça est champion d'Espagne. On a une équipe qui. Non, le Barça, c'est un record. La différence de points qu'aujourd'hui. Le Barça champion d'Espagne. Amine. La différence de points qu'il y a aujourd'hui entre le Real Madrid et le FC Barcelone, juste ça, elle est historique. Oui. Historique. Aujourd'hui, c'est la première fois de la Liga qu'il y a une vingtaine de points de différence entre le Barça. Regarde son second, pas son 4e. Il a raison. C'est facile pour revenir. Mais le Barça regarde toujours le Real. C'est facile d'analyser les choses, de les expliquer une fois qu'on les a vues. Qu'est-ce qui se passe? On a une équipe qui est. Non, après oui, avant non. Sinon on aurait fait. Tu arrives devant une équipe qui enchaîne ces fameux 2 Ligues des Champions. Zidane qui fait confiance à son groupe, miracle Asensio qui fait un super été et Isco qui on se dit ça va suffire. Donc on touche pas l'effectif. L'effectif s'endort, il y a une question un peu lassitude psychologique, pas de vraie concurrence et voilà, on arrive là. La conclusion elle s'impose. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde arrive à la même conclusion, c'est que tous les mercatos, on doit voir arriver quelqu'un un gros nom de cette équipe pour secouer un peu les statuts, voilà, pour bouger un peu les égos et pour faire en sorte que les gens se bougent. Mais qu'une équipe qui a fait ce qu'elle a fait pendant les 3 dernières saisons relève un peu le pied, relâche la pression et se laisse un peu aller, je pense sincèrement que c'est dans la nature des choses. Il ne faudrait pas en faire quelque chose d'exceptionnel. Non, mais Reda, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand tu es 4e et que tu es le Real Madrid, malheureusement. Mais c'est ça, mais elle est là à la limite. Elle est là à la limite. Oui, mais peut-être. Mais c'est aussi pour ça que c'est un grand club. Et c'est pour ça que c'est un club à part. C'est parce qu'on ne peut pas se contenter d'une 4e place quand vous êtes au Real Madrid. C'est tout. C'est-à-dire que vous jouez au Real et ce n'est pas pour rien que vous portez ce maillot blanc. C'est parce qu'à un moment, il y a des devoirs, des sports de responsabilité qu'il n'y a pas dans d'autres clubs. Est-ce que c'était prévisible, les amis? Alors oui, alors c'est là où est-ce que c'était prévisible? Un club qui a tout gagné, 5 titres, avec un Zidane qui a gagné, on va parler de Zidane après, 8 titres sur 10 possibles. Est-ce que ce club pouvait s'effondrer aussi rapidement? L'Inter de l'après-Mourinho, ça s'est passé très précisément. Mais c'est pas l'Inter. Non, mais franchement, on parle de l'Inter après-Mourinho. Sauf que l'Inter de Mourinho n'a pas gagné 2 Ligues des Champions d'affilée. Non, on n'a gagné qu'une. Mais ça s'est passé, dans l'histoire récente, ça s'est passé comme ça. Là où Hervé a raison, c'est que quand les clubs comme le Real Madrid font tout bien, ou du moins dans les normes, et que ça ne marche pas, il n'y a pas de problème. Par contre, là où je pense que ça risque de poser problème, c'est que Zidane, qu'on voit à l'écran, a tout chamboulé.
en refusant, que ça soit lors du mercato d'été ou même du mercato d'hiver récemment. Avant d'aller à Zidane, restons sur l'effectif parce que c'est ça. Le dossier Zidane. Moi, j'aimerais qu'on parle avant de Ronaldo. Et comme c'est moi qui dirige cette émission, donc on va parler de Ronaldo et après on va parler de Zidane. Mais Ronaldo, si tu veux bien. Mais Ronaldo a déjà eu des périodes comme ça, des périodes de doute. Celle-là, les plus longues. Celle-là, c'est pas une période de doute. C'est des périodes, c'est des mauvaises périodes. Il ne rajeunit pas. Voilà, exactement. Il a un jeu qui est basé beaucoup sur son physique, beaucoup sur ses stats. Et ce qui se passe en général, c'est que vers avril, vers la demi-finale, le quart de finale, il met trois triplés, il prend le ballon d'or. Ce qui l'intéresse uniquement, c'est son ballon d'or et la Ligue des Champions. Il les obtient, tout va bien, on applaudit et ensuite. Mais aujourd'hui, ce mode de fonctionnement va atteindre sa limite parce que l'âge est là et parce que ça dérange un peu autour de lui. Quand tu joues pour tes assistants. L'âge est là et la confiance n'est plus là. La confiance des dirigeants surtout. Parce que Ronaldo, déjà, souvenez-vous, la conférence de presse après la victoire en Coupe du Monde des clubs, où il dit tout simplement « Moi, je ne prolonge pas au Real Madrid ». Après, autre déclaration, c'est pas moi qui dirige ce club. Moi, mon travail, je le fais sur le terrain et je pense le faire très bien. Il envoie des pics à son président qui ne répond pas. Sauf qu'aujourd'hui, Reda, aujourd'hui, il y a une cassure. Aujourd'hui, tous les médias espagnols de ces dernières 24 heures parlaient des gens très très proches du Real Madrid que Ronaldo part à la fin de la saison. Il y a un désenchantement total de Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'il y a l'histoire, tous les ans, ça a été pareil. Oui, c'est une chose. Mais là, il y a un moment, il y a une vraie fin. Ouais. Et moi, j'ai l'impression, peut-être le Real Madrid, même pour le bien du Real, peut-être, c'est qu'il va falloir tourner l'après Ronaldo, qui a été immense. Attention, là, on parle d'un joueur exceptionnel, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a une fin comme pour toute chose. Et puis, ça va mettre une nouvelle concurrence, une nouvelle manière de jouer aussi de ce Real Madrid. Et peut-être, effectivement, que dans 6 mois, on ne le verra plus. Mais il est capable, pendant les 6 mois qui restent, de tout exploser. Parce qu'il est tellement revanchard. Il veut tellement montrer à ses dirigeants qu'ils se sont trompés que, hop, il sera capable et la Ligue des Champions, de faire une fin de saison. De Coupe du Monde et beaucoup de choses. Et il y a une autre chose, je pense, qui a pu jouer, c'est la fameuse histoire des Wikileaks de la semaine dernière. Voilà. Qu'est-ce qu'il a vu? Et on se rend compte qu'il est le 5e joueur mieux payé du monde. Et attention, moins payé que la Vezzi. Hein, mais ça, c'est un truc énorme pour les joueurs. Quand Eto'o est parti à Makashkala, j'étais allé le voir là-bas. 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, le joueur le mieux payé au monde. Donc pour eux, les joueurs, c'est important. Ronaldo, il a vu quoi aussi dans Wikileaks? Il a vu son salaire et le salaire des autres, c'est une chose. Mais il a vu aussi que visiblement, le Real s'était intéressé à Messi. Il ne lui donnait pas la même somme, Messi. Il lui donnait 2 fois plus qu'à lui. Ou quasiment. Donc il y a un moment, il dit donc on s'est foutu de moi. Donc il dit quoi en gros? On s'est foutu de moi. Et comme lui, c'est un revanchard terrible. C'est un type qui a toujours travaillé comme un dingue parce qu'il a envie de montrer que c'est le meilleur du monde, pas parce que c'était le plus doué au départ. Faut quand même dire, il est doué évidemment, mais pas plus doué que Messi. Et ça, je pense que c'est quand même un moteur énorme pour sa fin de saison. Pour montrer que le prochain club qui va l'accueillir, il n'aura pas un sous-Ronaldo ou un Ronaldo de 33 ans complètement avachi. Il aura un Ronaldo prêt encore à tout péter pendant 3-4 ans. Et il est dans cet état d'esprit-là. Donc attention pour le Paris Saint-Germain, il est capable de se réveiller. Mais je pense qu'effectivement, quand même, il y a cette fameuse cassure. C'est peut-être pour la première fois une cassure réelle. Pas que c'est un peu réducteur, Hervé, de mettre sur le dos du seul Ronaldo aujourd'hui la faillite du Real. Non, bien sûr, évidemment. C'est quand Ronaldo va tout supplémentaire, effectivement, un maillon supplémentaire, un maillon faible supplémentaire. 5 ballons d'or. Mais aujourd'hui, après, c'est pas une machine. À partir d'un certain moment, on le disait tout à l'heure. Il a marqué combien de buts dans des matchs allés en Ligue des Champions, je parle? Il est à 5 ou 6 buts déjà. Là, il est à 4 buts en Liga. Non, mais je parlais pas en Ligue 1. Moi, je parlais en Ligue des Champions. Même comme il s'appelle défenseur marocain du Betis, ça fait mieux. Donc, Football. Zoé Football. Non, mais c'est pour ça que je voulais qu'on en parle aussi. C'est que je pense aussi que les choix de Zidane aussi vont certainement être dans des matières parlons de Zidane. À réflexion à la fin de la saison. Alors, moi, je ne parle pas de Zidane. Si Fred nous regarde. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai tapé. Attendez. Tout à l'heure, j'ai tapé quand même Zidane sur Google. Et Fred, Zidane photo. Après un certain nombre, j'ai eu Fred. Véridique. Faites-le. Zidane en photo et c'est Fred qui sort. Zidane qui traverse la première vraie mauvaise passe. La première véritable crise
depuis qu'il est entraîneur du Real Madrid. Zidane, il va étoffer sa panoplie d'entraîneurs. Il va connaître les secousses naturelles à cette profession. Il va également connaître une tâche qu'il n'a pas eu à faire, en tout cas qu'il a refusé de faire tellement il faisait confiance à son groupe, qui est celle de recruter. Voilà, on va voir l'œil de Zidane sur le recrutement et on va voir les épaules de Zidane sur... pardon Non, s'il reste. Alors je pense qu'on verra l'œil de Zidane sur le non-recrutement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a pas mal d'effets c'est ça le problème, Voilà, ce qui a des il va devoir recruter. Même pas, apparemment, sur ces dernières sorties, il a réaffirmé sa confiance à tout son groupe. J'ai pas besoin et il ne prendrait ce qui pose problème, pendant l'hiver. Avec la direction du club. Et tous les médias disent à trop faire confiance aux jeunes, à Achraf, comment il s'appelle, Vasquez, et à tous les jeunes qui n'ont pas vraiment confirmé le top niveau à un moment ou à un autre. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, quand tu fais les choses bien dans les règles de l'art et que ça ne marche pas, tu auras essayé. Mais quand tu déroges à une règle classique mise en place par une institution et que ça ne marche pas, ça te retombe dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est parti dans une forme de logique de fonctionnement qui, jusqu'à présent, pour le moins, ça a marché. On ne peut pas lui enlever. Et c'est difficile, comme ça, d'un seul coup, de changer votre logiciel du jour au lendemain. C'est même quasiment impossible, parce que vous avez une manière de fonctionner, une manière de faire. Il ira au bout, il n'est pas là en train de s'entêter, et peut-être ça va le pousser vers la sortie. Il faut pas oublier une chose. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose importante avec Zidane. Il a eu les meilleurs résultats. Ça se trouve, il n'aura jamais d'aussi bons résultats que ce qu'il a eu pendant ces 2 ans et pendant ces 20 ans qui vont venir. C'est possible. Mais c'est un jeune entraîneur. C'est un jeune entraîneur, donc il va falloir qu'il retrouve des ressorts à la fois psychologiques, techniques. Quand il me dit, j'entends souvent son discours, on va travailler. Mais non, on ne va pas travailler. Parce que tout le monde travaille, heureusement. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas parce que vous allez donner 1 heure de travail en plus à vos joueurs que ça va changer quelque chose. Non. Ce qu'il faut, c'est bien travailler. C'est-à-dire, on va essayer de mieux travailler. Il faut réfléchir. Voilà. Et c'est peut-être là ce que lui reprochent beaucoup de gens. Non, mais c'est dans sa gestion, Amine. Dans cette gestion de crise, dans sa gestion des matchs qui est pointée du doigt. Par contre, lui, il a la confiance du club et du Real Madrid. Il a été prolongé. En pleine crise, il a été prolongé jusqu'en 2020. La semaine dernière, il est prolongé. On peut mettre ça sur le compte d'une mode aussi actuelle, qui est celle des jeunes entraîneurs dogmatiques. Voilà. Non, il n'est pas dogmatique. Il est humainement attaché à un groupe. C'est ça. Être humainement attaché à un groupe est une chose. À certains moments, quand tu vois que ce groupe-là a besoin d'être renforcé, a besoin d'être reboosté, c'est ça ce que je dis, il s'entête. C'est pas antinomique. C'est ce que donc dogmatique. C'est pas antinomique. Tu peux à la fois être attaché à ton groupe et faire en sorte de le bonifier quand il doit l'être. Non, mais le problème, c'est que là aujourd'hui, il est dans ce logiciel de garder ce groupe parce qu'il pense que ce groupe va gagner. Il est persuadé que ce groupe va gagner, que ça va rebondir, qu'à un moment il va y avoir ce déclic. C'est difficile de lui dire, on va te mettre 1 ou 2 joueurs qui vont changer finalement l'ordonnancement même de tes joueurs sur le terrain, parce que lui, ça l'oblige à réfléchir différemment, à faire différemment. Donc moi, je comprends tout à fait Zidane. Simplement, Zidane, comme je vous disais, c'est qu'il va devoir trouver des ressorts psychologiques, des ressorts techniques lors de ses entraînements, de trouver des phases de travail qui vont lui permettre de sortir de ces difficultés-là. Et même pour lui, ça va le faire grandir. Et c'est normal qu'il tombe dans une phase comme ça. S'il a tout gagné, à un moment, vous avez aussi des moments un peu moins faciles. Ouais. En tout cas, il y a la théorie aussi, Vicente Lizarazu, il dit que, maintenant, c'est foutu. Pour la Liga, pour des joueurs de ce calibre, c'est dur de se battre à 200% à chaque fois. Et là, ils vont se ménager jusqu'au mois de février, jusqu'au rendez-vous de la Vous êtes le Real. Plus important vous êtes le Real. Ça, c'est des raisonnements qu'on peut avoir en France. Mais vous êtes le Real, si vous vous ménagez tous les matchs, je vais jouer les Ganes, perdu 2-0, on se ménage, parce qu'on a dans un mois, on a le grand match. Mais vous ne pouvez pas. Ouais. Le maillot du Real Madrid, quand vous le portez, c'est comme celui de Barcelone. Ce sont des institutions. C'est-à-dire qu'à un moment, vous baladez avec un poids sur les épaules. C'est-à-dire le poids, ça veut dire avoir des résultats. Vous ne pouvez pas perdre tous les matchs. Parce que si Villarreal, le week-end prochain, passe le Real Madrid, on va faire quoi alors? On va dire, mais il y a le PSG. Alors le jour où vous perdez contre le PSG, c'est-à-dire le 11 ou 12 mars, à peu près. Le 14 mars. Donc ça veut dire que le 14 mars, si vous êtes éliminé, ça y est. Alors votre saison est terminée? Non, mais c'est pas possible. Et pas de Ligue des Champions la saison prochaine. Et attention. Alors là, ça ferait grincer les dents. Ouais. Mais Zidane, jusqu'à présent, a tout bien fait. Là, il est dans une phase difficile où effectivement, il ne trouve pas. Pour l'instant, il ne trouve pas, ça c'est un fait. Il va falloir qu'il mette des joueurs effectivement en concurrence. Mais par contre, modifier tout autour de Ronaldo, par exemple, parce que ça reste Ronaldo, la star de cette équipe-là. Ouais. Et bien lui, comme il est un peu moins bien, vous ne pouvez pas non plus le sortir. D'ailleurs, on regarde, il ne l'a pas sorti la dernière fois. Non. Il sort les autres joueurs, mais pas lui, il ne peut pas. Il y a peut-être un joueur qui va faire du bien. Alors, je sens que vous allez venir, oh là là, c'est Benzema. Aïe, c'est pas nous qui crions. On verra le retour de Benzema. Parce que là, il a de la chance, Benzema. Mais là, arrivé, parce qu'il était responsable de tous les maux du Real Madrid. Heureusement, là, il est absent depuis quelques semaines. Et ça va pas bien non plus pour le Real Madrid.
Le PSG, ça va plutôt tranquille, on déroule. Des petits problèmes de discipline là aussi. Oui, c'est ridicule, franchement, des problèmes qui n'ont pas de sens. Mais sinon, sur le terrain, là, de ce côté-là, c'est l'autoroute pour l'instant. Équipe. Alors attention, ça reste du championnat de France, c'est vrai, mais il n'empêche que ce qu'ils sont capables de faire et la qualité, surtout des enchaînements devant. Le premier match de la saison où ils avaient eu un jour de moins un jour de plus de vacances, donc un jour de moins de travail, ils ont marqué un but, notamment le deuxième but, je crois, juste avant la mi-temps, mais un truc phénoménal. Une sortie de balle sur corner adverse avec des joueurs qui ne s'énervent pas. Neymar, Mbappé, Di Maria, formidable. Là, il y a une machine de guerre devant. Honnêtement, c'est très, très impressionnant. Le football français, on en parle aussi, mais côté bagarre. Allez, m'embêtez pas, hein. Celui qui m'embête, on veut parler de Tony Chaperon, l'arbitre tacleur, juste pour rappeler un petit peu à nos téléspectateurs. Il a été bousculé par un joueur du FC Nantes, accidentellement. Ben, lui, il a pris très très mal et on voit un petit peu l'image. On a la photo, on n'a pas les droits du championnat de France. Il tacle lui-même. Regardez Carlos, voilà le joueur brésilien du FC Nantes, c'est incroyable. Et lui met un carton, il est expulsé et coup franc pour le PSG. La totale, nous c'est la totale. Sur le geste technique, il est magnifique. C'est-à-dire que Chaperon tombe, pendant qu'il se relève, il essaie de tacler, il se relève quand même, il se lève, il met le jaune. Mais il rate son tacle. Non, mais un beau low kick. Vous avez, vous, des champions de boxe américaine de très haut niveau. Oui, bien sûr. Donc, un beau low kick, Non, mais c'est vrai que ça paraît incroyable. C'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire du football, quasiment. Maintenant, il ne faut pas non plus surinterpréter. Il a eu un geste scandaleux, évidemment. Mais bon, ça peut-être arriver. Vous savez, il y a des joueurs qui ont des gestes comme ça. Il s'est excusé. Il a été suspendu tout de suite. Il s'est rendu compte qu'il fallait retirer le carton au joueur. Il a, entre guillemets, il a ce qu'on appelle péter les plombs. Les joueurs le font de temps en temps, et ben ça peut arriver parfois à un arbitre. Les joueurs se font sanctionner. J'ai beaucoup de mal quand on fait des raisonnements qui consistent à mettre la norme et celui qui les dit. Enfin bref, tu as compris ce que je veux dire. Voilà. Bref, moi sincèrement, j'ai vécu ça comme un moment un peu burlesque, un peu Charlie Chaplin. Voilà, c'est comme ça que je le prends. Ça arrive, effectivement, c'est humain, c'est drôle, c'est un peu. Mais en même temps, bon, si on pousse un peu la réflexion, moi je milite, je vous le dis officiellement, je pense pas qu'aujourd'hui on puisse avoir une seule personne sur un terrain qui gère 22 joueurs. Voilà, dans le foot américain, ils sont 7. Dans le basket, ils sont 3. Excuse-moi, je finis. S'il y avait une concertation, on regarde les sports collectifs par ailleurs, tu trouves des arbitres qui discutent, pas avec un type de touche qu'on va consulter une fois par an. On compare l'Angleterre à la France. Les arbitres discutent, expliquent leurs décisions, et ça se passe super bien. Non, ça se passe pas super bien en Angleterre. Il n'y a pas des choses ridicules comme ça arrive une fois dans l'histoire du foot. Mais globalement, c'est déjà arrivé. Mais globalement, donner les clés parce qu'on a beau discuter, c'est même pas le plus scandaleux. Le plus scandaleux, c'est le rouge derrière qui change la face du jeu. Voilà, ça arrive tout le temps. C'était fini le match, mais bon. Non, je suis désolé. On est devant une situation où on donne les clés sportives de vie et de mort d'un joueur ou d'un match à une seule personne, qui est un humain. Voilà pourquoi le football s'entête à mettre la technologie au lieu de multiplier les avis, faire comme tous les autres sports qui sont avec. Mais foot américain, 7 arbitres. 7 arbitres, ils discutent. Là, tu vas discuter avec lui, tu dis écoute, Tony, le bonhomme, il n'a pas fait exprès, on se calme. Il l'aura tapé déjà. On a le contre-exemple. Il l'aura déjà tapé parce que c'est une réaction, c'est un coup de sang. Au moins, on enlève le rouge, quoi. Sur place, pas on enlève le lendemain. Non, mais ça, on peut le faire, parce que ce sera l'histoire de la vidéo. La vidéo. Le tac, c'est drôle, ça n'a aucun sens. Mais le rouge change le match. Ce tac change pas le match. Mais il y a un contre-exemple. Ça s'est fait à la dernière seconde. Il y a un contre-exemple, parce que tu dis Reda, c'est qu'on a rajouté des arbitres de surface. Ils ne servent à rien, si tu veux. Voilà, ils ne servent à rien. Il faut faire attention. Mais même la goal line technologie, elle n'a pas marché. Oui, mais là, c'est un coup malheureux. Un gros bug. Il y a des gens, mettez 2 arbitres, mettez 3 arbitres sur le terrain. Mais non, mais moi je suis moins d'accord, parce que le problème de l'arbitrage, c'est que chacun arbitre à sa manière. Oui, mais quand on discute, chacun, il y en a qui sont un peu plus autoritaires, d'autres un peu plus discutent. Et la règle de base de l'arbitrage, c'est l'interprétation. Exactement. Donc ça s'appelle l'interprétation. Donc si vous passez le milieu de terrain, il y a un autre arbitre qui juge un peu différemment, vous allez dans une autre partie du terrain, il y a une autre arbitre, vous êtes comment ? C'est impossible. Et puis c'est la continuité, le football. Il faut que l'arbitre soit sur la continuité d'une action. Il comprend, par exemple, qu'il y a eu une petite faute au départ, il ne va pas la siffler parce qu'il attend un peu la suite. La concertation ne fait pas de mal. C'est pas mais le seul avec la vidéo, c'est bien. Non, avec la vidéo, ça n'a aucun avis. Bon, on ne va pas en parler 3 heures, mais globalement, c'est pas le sport qui est le monopole de l'interprétation. Il y a des sports comme le foot américain où il y a également. Le foot américain, c'est un sport d'arrêt. C'est-à-dire que ça s'arrête tout le temps. Mais on parle, les gens parlent. Les arbitres aujourd'hui sont des gens isolés qui, quand ils pètent un câble, sont livrés à l'opinion publique.
mondial. Ça. Non, mais ça arrive régulièrement. Des gens qui se fourvoient, des gens qui sont enfermés dans une espèce de bulle. Mais ça a évolué. Où ils détiennent un pouvoir autoritaire absolu et total sur 22 joueurs. Je ne suis pas convaincu. Ça a évolué. 22 milliardaires. Et ça dépend des arbitres. Ça prouve bien que c'est un problème psychologique. On avait, je me souviens, un arbitre qui s'appelait Robert Wurtzappan avant. Et Olivier Rouillet, l'ancien joueur de Nancy, m'avait raconté une fois qu'il courait à côté de lui. Il courait à côté de lui et lui dit au bout d'un moment, il dit mais putain, je pensais que tu courais plus vite que ça. Et hop, il a rigolé parce qu'il dit il y avait un vrai rapport avec les arbitres. Mais aujourd'hui, il y a quand même des arbitres, il y a tout un travail qui est fait sur l'arbitrage en France où il y a des arbitres qui parlent le plus. Lui, c'est le contre-exemple, ça a toujours été quelqu'un de très autoritaire. Donc il a eu une réaction de ce qu'il était finalement, de ce qu'est sa personnalité. Maintenant sur le geste, je pense vraiment on est dans du Charlie Chaplin. Mais comme Reda, la meilleure ça aurait été comme le gars dans le civil, il est flic, c'était de menotter carrément le joueur. Oui. Oui, il est policier, Tony Chaperon, et c'est sa dernière saison, en tout cas. Je pensais tellement que c'était évident que ça devait être faux. Ouais. Ah, moi, je pensais ça, ouais, effectivement. Je ne peux pas vous dire. Donc, et c'est ce qui explique, ça a fait le tollé en France, bien entendu. Ils disent, c'est pas comme ça qu'on va avoir des arbitres français. Oui, mais il a été défendu. Il a été défendu dans l'équipe. Il y avait un article justement sur la Ligue 1, toute la Ligue 1. Et il a été défendu par les entraîneurs et notamment Galtier. J'ai trouvé très intéressant parce que sa réaction, Galtier a dit, moi, ça m'est arrivé une fois. J'ai pété complètement un plomb. Je suis allé sur le terrain, je m'en suis pris, je sais plus trop. Il dit, il avait pris 6 matchs de suspension. Il dit, je comprends qu'à un moment, ça dépasse. Il y a tellement de passion, de pression, tout ce que vous voulez. À un moment, vous avez un geste incroyable. Je ne le referai plus, lui ne le refera plus. De toute façon, c'est la dernière année. Effectivement, à la 94e minute, et pas la deuxième. Oui, bien sûr. On peut comprendre effectivement que l'expulsion toute l'attention. Moi, je vous invite, si vous avez l'occasion, les amis, de regarder un reportage qui s'appelle Referees, les arbitres, voilà, qui parle de l'Euro 2008, qui est passionnant. Oui, je me souviens de ce. Le documentaire avec l'arbitre anglais en star, dont j'ai oublié le nom évidemment, le policier aussi. Howard Webb. Très intéressant sur le côté humain de cette profession, sur comment ces gens vivent des compétitions internationales, comment ils ont leur petite manie, leur petit narcissisme, comment ils répètent. Il y en a un qui répète comment lever le drapeau. C'est passionnant, c'est passionnant. En tout cas, Tony Chaperon. C'est une star maintenant. Il va faire des tournées. Il va faire des tournées partout. Je crois que c'est sa dernière année en plus. Oui, c'est sa dernière année. Il termine en juillet. Est-ce que tu espères pour lui? Il nous a fait une Zidane en fait. Tu penses qu'il sera rétabli, qu'il aura d'autres matchs à diriger Franchement, j'espère. Alors même si c'est peut-être pas le plus aimé des arbitres, mais il n'empêche quand même vous lui donnez une belle sortie. Enfin, au moins une sortie. Mieux pas que une ça, sortie comme ça. Non, ça, il va prendre la suspension. Elle est en mois de mars-avril. Il nous a fait une Zidane un peu, nous. Voilà, il a fait une Zidane. C'est vrai qu'il a fait une Zidane. C'est vrai. Et de toute façon, il ressemble beaucoup. C'est les fins de parcours en France, c'est comme ça. Mais j'espère qu'il aura l'occasion de revenir au moins pour un match. Il y a une mode en France, les arbitres chauves, ils sont tous chauves. Ah oui, c'est le grand truc. C'est incroyable, ils ont tous le même look. L'aérodynamisme. C'est pour l'aérodynamisme. Non, et puis peut-être que ça fait un peu autoritaire. On a l'impression qu'on dirige. Et puis bon, c'est une manière aussi, c'est un look. Mais pas seulement. On perd un peu ses cheveux, on a tendance à raser. En France, ils ont pratiquement tous le même look. Merci beaucoup, Hervé Penaud, c'était un plaisir de t'avoir. Oh bah là, vraiment, mais c'est passé tellement vite, c'est déjà fini. C'est déjà fini. On aurait aimé te garder un petit peu plus, mais il va aller un petit peu partout, suivre le Chan, travailler. Ouais, parce que là, c'était pas du travail. Exactement. Je suis avec vous, c'est de la complicité, de l'amitié. Je suis tellement heureux. Merci Hervé Penaud, qu'on retrouve chaque lundi et chaque jeudi sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale dans les émissions l'après et l'avant-match avec Hakim Tamim et Julie Rosselin et qu'on retrouve aussi très souvent dans le club, tellement souvent qu'il est interpellé par les gens en France dans des toutes petites villes à Troyes. Tu peux même saluer le... je salue mon chauffeur de taxi s'il nous regarde, qui m'avait dit je vous adore sur Medi 1. Bonjour mon ami. Alors que lui, il pensait j'adore vos articles, vos papiers et dans l'équipe TV. Merci Amine. Merci à toi. Reda, un petit peu plus d'enthousiasme pour le revoir. Merci Reda. Au revoir. Au revoir les amis. Ça a été donc. Voilà, exactement. Sarah, la présence d'Hervé Penaud, ça aura servi à ça. En tout cas, je l'espère. Merci Hervé. C'est la fin de cette édition du Club, les amis. On va se retrouver tous ensemble, bien entendu, mardi prochain. Ciao.